Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus. Donc, je ne vais pas me réintroduire, donc merci Sébastien. Je vais en fait vous parler aujourd'hui. Je vais vous faire un overview vraiment très simple. Donc, j'ai essayé en fait pour que cette présentation soit vraiment accessible à des personnes qui ne sont pas nécessairement experts en machine learning, mais qui connaissent par exemple juste l'utilisation des algorithmes en fait de base de machine learning. D'accord? Donc, je vais essayer d'être vraiment très simple, mais bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions. Et là, bien sûr, comme vous voyez, le sujet au fait, de cette présentation, c'est l'explainable AI, donc l'explicabilité en intelligence artificielle. Et bien sûr, je vais parler en fin de présentation sur quelques applications pour les sciences du climat. Donc, la partie 1, ça va être une partie où je parlerai en fait, de l'XAI et pourquoi on parle beaucoup d'XAI récemment et l'utilité d'XAI. Avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, c'est l'histoire de Clever Hans. Donc, Clever Hans, c'était un cheval. Donc, l'histoire, en fait, avait lieu en Allemagne. Et donc, l'entraîneur du cheval Hans, qui s'appelait Wilhelm von Osten, il a en fait entraîné, bon, c'est ce qu'il disait, qu'il a entraîné en fait le cheval pour faire des opérations arithmétiques, comme l'addition, la multiplication, et bien sûr, ça a bien sûr suscité beaucoup d'intérêt de la part du grand public. Et donc, il organisait en fait, des shows où il montrait les capacités de ce cheval intelligent. Et donc, comment il faisait? Par exemple, une personne disait ou demandait de résoudre l'opération 5 plus 6, par exemple. Et donc, le cheval, il tapait son sabot. Et donc, il tapait continuellement son sabot jusqu'à arriver à 11 et il s'arrêtait. Donc, bien sûr, tout le monde était vraiment très, très surpris. Le surpris, il était tellement énorme et l'histoire a vraiment fait beaucoup de buzz qu'il y avait en fait une commission qui était créée pour expliquer ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est une supercherie? Est-ce que c'est réel? Est-ce que le cheval est vraiment intéressant et intelligent? Et donc, cette commission, en fait, après quelques jours d'études, elle a en fait euh, eu comme conclusion qu'il n'y a pas de supercherie, qu'effectivement, il y a un signe d'intelligence qui fait que ce cheval résout ses opérations. Mais ensuite, il y avait un chercheur en psychologie qui a poussé un petit peu plus les expériences sur Clever Hans. Et donc, il avait en fait utilisé une méthode scientifique vraiment rigoureuse. Il a essayé de faire avec son équipe, bien sûr, il n'était pas tout seul. Avec son équipe, ils ont essayé en fait par exemple, de séparer le cheval de son entraîneur, de venir avec une autre personne. Mais ils trouvaient que le cheval, quand même, arrivait à avoir la bonne réponse avec un pourcentage de réussite très fort. Et donc aussi, ils ont vu, mais ils ont quand même remarqué ils ont eu quelques remarques intéressantes. Par exemple, si la personne, l'entraîneur ou autre, ne savait pas la réponse, le cheval ratait totalement la réponse. D'accord? Donc ça, de un. De deux, ils ont aussi remarqué que si on sépare vraiment la personne du cheval, donc le cheval ne voit pas la personne, le cheval, encore une fois, il n'arrive pas à faire le calcul, qu'il pouvait le faire avant. Et donc là, après plein d'autres expériences, en fait, ce qu'avait l'équipe réussi à trouver, c'est que le cheval, il est effectivement intelligent, mais il ne résolvait pas vraiment les opérations arithmétiques comme le ferait un humain, mais lui, le cheval, plutôt décelait des informations physiologiques sur en fait, le visage de la personne qui posait la question et aussi sur en fait, comment il réagit ou elle réagit, la personne, en fait, quand le cheval arrive ou s'approche à la bonne réponse. D'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est maintenant appelé le Clever Hans Effect. Et donc, c'est comment le résultat, en fait, de corrélation n'implique pas toujours la causation. Ça, on peut le voir d'un côté vraiment statistique classique, dans les mots de statistique classique. Donc, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que le Clever Hans Effect aussi apparaît quand on essaie d'entraîner des algorithmes intelligents. Donc là, on parlait avant d'un cheval, mais maintenant, on parle de méthode de machine learning, méthode d'intelligence artificielle. Et là, j'aime beaucoup ce papier. Donc, le papier là qui a apparu
à Nature Communications. Et donc, dans ce papier, les auteurs, ils ont fait l'expérience suivante. Donc, ils ont pris un algorithme de machine learning, ce n'est pas des réseaux de neurones ici, d'accord, c'est un algorithme qui s'appelle Fisher Vectors. Et donc, ils ont fait un entraînement pour faire de la classification d'images classique, hein, d'accord. Donc, avec un dataset qui est maintenant relativement ancien. Donc, ce dataset contient des images de cheval, des images de chat, chien, voiture, etc. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que pour la classe cheval, ils ont essayé d'expliquer pourquoi l'algorithme de machine learning a vraiment classifié l'image comme une image de cheval. Par exemple, l'image suivante ici, si vous voyez mon curseur, donc l'image à gauche. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une sorte de carte de chaleur, en anglais heatmap, qui vous montre où le machine learning a vraiment regardé pour décider la classification de cette image. Et voilà, ils ont en fait découvert que ça regarde la caption ici, donc le nom du photographe qui était présent dans plein d'images dans les données en fait d'apprentissage. Les images de chevaux dans les données d'apprentissage comportaient tous ce nom-là et cette caption en fait de photographe. D'accord? Et donc pour vraiment vérifier, ils ont créé une image artificielle d'une voiture. Ils ont ajouté artificiellement la caption encore une fois, et cette image était classifiée comme un cheval. Donc vous voyez, ça encore une fois, c'est le Clever Hans effect qui était aussi démasqué, on va dire, ici dans un algorithme d'intelligence artificielle. Et du coup, pourquoi on parle d'explicativité dans l'intelligence artificielle? Parce qu'on veut, bien sûr, vérifier si la prédiction ou le résultat d'apprentissage d'un algorithme de machine learning est en fait provient des bonnes raisons. D'accord? On veut éviter cet effet de cleverness. Et donc, c'est ce qu'on appelle, voilà aussi, des spurious correlations, en français, corrélations fallacieuses. D'accord? Donc, on veut éviter ces corrélations fallacieuses. Surtout parce qu'on a de plus en plus d'utilisation du machine learning dans des applications très cruciales et très sensitives. Par exemple, dans en fait, le domaine de loi, le domaine de la santé, etc. Il y en a plusieurs d'autres, hein. J'ai mentionné aussi les services climatiques. Par exemple, s'il y a un événement extrême, qu'on fait de la prédiction avec un algorithme de machine learning, des événements extrêmes qui nécessitent peut-être de prendre des décisions majeures, ben, il faut en fait expliquer pourquoi. Il ne faut pas juste dire c'est le machine learning ou bien c'est l'algo qui en fait prédit ça et on s'arrête. Et ça vient aussi, c'est une bonne chose, on a la chance de vivre en Europe en fait, et avec le GDPR, vous connaissez tous, je suis sûr, vous connaissez tous en fait le droit en fait d'accès aux données privées, peut-être le droit à l'effacement aussi, ça existe, mais peu connaissent que dans le GDPR, les articles du GDPR, il y a aussi le droit à l'explication, d'accord? Et le droit à l'explication, comme c'est mentionné ici, est spécifique qu'en fait, la prise de décision, le data processing, qui est fait sur les données privées d'une personne, donc cette personne-là, elle a le droit de recevoir des explications sur la décision faite. Décision faite sur tous les systèmes intelligence artificielle ou autre, il faut avoir une explication. D'accord? Donc ça aussi, ça rentre dans la liste, et c'est une liste non exhaustive bien sûr, de pourquoi l'explicativité en intelligence artificielle est très très importante et on commence à en entendre de plus en plus ces dernières années. Ok, donc je vais passer à la deuxième partie de cette présentation où je vais vous parler concrètement de méthodes d'XAI. Et encore une fois, puisque ce n'est pas un cours académique, en fait, j'ai essayé de faire une liste, de vous choisir une des techniques que j'utilise beaucoup et qui est aussi une technique assez populaire. Et encore une fois, si vous avez besoin de détails, je peux vous donner en fait la matière pour regarder tous les détails. Mais avant ça, aussi pour introduire le domaine à des personnes qui sont peut-être familiers avec le machine learning traditionnel, mais pas avec les réseaux de neurones et deep learning. Donc j'ai pris deux exemples très simples. L'exemple le plus classique, c'est la régression linéaire. D'accord? C'est le premier cours en machine learning. Donc vous essayez en fait d'avoir une prédiction de votre Y ou F chapeau X ici, qui a une relation linéaire.
qui a une relation linéaire par rapport à x1, x2, x3 qu'on appelle des features. D'accord? Donc ce modèle-là, c'est un modèle mathématique simple qui est très facile à expliquer. On est bien d'accord, on voit très bien l'équation ici. Rien d'expliqué, c'est une transformation linéaire. Et donc si vous voulez expliquer ce genre de modèle, alors là, vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser un algorithme trop complexe. Parce que là, c'est intrinsèquement, je veux dire, intrinsèquement en fait expliqué un modèle de régression linéaire. Il suffit pour savoir, pour connaître par exemple l'importance des features x1 jusqu'à xp, de prendre en fait les coefficients correspondants. Mais il faut faire attention parce que ça suppose que vous avez normalisé vos données d'entrée. D'accord? Parce que sinon, si vous avez des données, des features plutôt qui ont des amplitudes trop énormes par rapport aux autres, ben, bien sûr, ça va influencer aussi les coefficients. Donc, pour expliquer un modèle de régression linéaire, là, c'est très simple. Vous pouvez prendre les coefficients directement et avoir une idée de l'importance d'un feature ou d'un groupe de features par rapport aux autres. Pour les personnes qui connaissent les random forest ou qui ont une expérience avec du random forest, ils savent ça déjà. Hein, il y a des algorithmes pour calculer la feature importance en utilisant un random forest. Ça, c'est un exemple que j'avais pris d'un data challenge très classique au machine learning, celui en fait de la prédiction des personnes qui vont survivre, qui ont survécu en fait à la tragédie Titanic. D'accord? Donc on a un ensemble de features ici, et donc on voulait savoir si la personne elle était en fait, elle a survécu ou pas. Donc c'est un problème juste de classification binaire. Et vous pouvez utiliser des random forest, ça marche super bien, ça donne en fait une classification assez bonne pour cette problématique. Et vous pouvez regarder, se poser la question sur l'importance des features. D'accord? Et pour ça, il y a un algorithme très classique utilisant un random forest qui s'appelle Incurity Feature Importance. Et donc, ça vous donne en fait l'importance de quelques features par rapport aux autres. Donc, quelques features sont plus importants que d'autres. Mais il faut faire attention, parce que ça, c'est un problème très classique de ce type de feature importance. Vous voyez ici, il y a un feature qui s'appelle random num. Et random num, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Hein. C'est juste un random num en fait, pour numéroter les personnes. Mais quand même, ici, vous voyez, il y a une feature importance qui est très importante pour ce feature-là. Mais entre nous, on sait très bien, ça, c'est un feature qui n'est pas important. Pourquoi j'ai pris encore une fois cet exemple? Pour vous dire, les techniques d'explainable AI sont en fait utilisées, mais il faut toujours faire attention au cadre d'utilisation. Il faut toujours quand même faire une vérification après, d'accord? Mais si vous voulez rester bien sûr sur un cadre vraiment purement statistique avec un algorithme, il y a quand même une solution pour ce problème. Ça, c'est un problème assez connu. Hein. Donc, c'est les permutation-based importance que vous pouvez utiliser pour ce cas. Donc, c'était juste un clin d'œil pour les random forest et les régressions linéaires. Et bien sûr, pour le reste, je vais utiliser plutôt les algorithmes qui ont apparu juste après la révolution deep learning, parce que ça a beaucoup poussé ce domaine. Et donc oui, si vous vous posez la question en fait, des techniques d'explainable AI, il y en a plusieurs. Vraiment, il y en a beaucoup. Ici, ce que je montre ici, c'est juste une sélection des récentes techniques. Et comme vous voyez, une des techniques, on va dire, les plus anciennes, que je vais beaucoup en parler en fait pendant cette présentation, c'est LRP. Mais LRP, ça date de 2015. Donc vous voyez, c'est assez récent, mais on a de plus en plus de techniques qui ressortent chaque année. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces techniques-là sont très intéressantes, sont utilisées, mais elles sont toujours en fait dans un état, on va dire, un état de début. Hein. Donc c'est pas encore well established, donc il faut faire attention, c'est ce que je veux dire avec ça. Donc LRP, on va en parler, d'accord? C'est un exemple très classique puisque c'est la technique, on va dire, l'ancienne technique qui est maintenant un peu established, qui est vraiment bien utilisée dans plein de domaines. Lime, on ne va pas en parler. Sharp, c'est utilisé aussi. Et Integrated Gradient aussi, c'est utilisé beaucoup. Plutôt Sharp, en fait, il y a des gens de Google derrière, donc ils ont bien poussé la méthode. Et la méthode aussi, elle est très intéressante parce qu'elle utilise elles utilisent en fait des idées de la théorie des jeux. D'accord? Donc, elle utilise des idées du game theory, de la théorie des jeux, et ça attire beaucoup de gens, en fait, l'utilisation de ce type d'algorithme XR. Et c'est aussi, encore une fois, tous ces algorithmes que vous voyez ici, ça peut prendre des boîtes noires, d'accord?
ça peut prendre des boîtes noires, et il y en a d'autres techniques qui nécessitent quand même de prendre en fait, ou de savoir l'expression des équations qui sont quand même dans la boîte noire. Par exemple, pour la réseau de neurones, on sait très bien qu'il y a en fait des sommes pondérées et des activation functions, etc. Mais on va voir ça quand on rentrera dans les détails du LRP. Ce slide, c'était juste pour vous montrer en fait les récents papiers les plus intéressants sur l'XAI et les techniques les plus utilisées. Mais je peux vous dire que déjà, les derniers sont toujours en plein développement, d'accord? Donc, plutôt, vous allez voir dans la littérature les trois premiers ici. LRP, Lime, SHAP, Integrated Gradient aussi. Donc, ces quatre-là, vous allez beaucoup les trouver et d'autres techniques qui sont plutôt en relation avec, comme Deep Lift, etc. Donc là, on va se focaliser sur un de ces techniques, comme ça pour vous donner quand même une idée sur une de ces techniques, le Layer Relevance Propagation, d'accord? Donc je vais utiliser le sigle LRP. Et donc l'idée derrière LRP, c'est la suivante. Donc vous prenez LRP, c'était, pour ne pas oublier, LRP, c'était en fait développé initialement pour les réseaux de neurones. Mais il y a maintenant des variations pour d'autres algorithmes. Mais là, je vais rester dans le cadre d'un réseau de neurones. Donc, j'ai pas mis un réseau de neurones spécifique. Hein, donc, c'est un deep neural net, d'accord? Et donc, l'idée, c'est de prendre une image, au cas où vous faites de la classification, on va dire, d'images, et vous donnez votre image en entrée de votre réseau de neurones. Et bien sûr, ça, c'est, on va dire, en inférence ou en training, ce que vous faites, c'est que vous donnez l'image et bien sûr, vous avez votre forward pass, d'accord? Et le forward pass, c'est quand vous prenez les pixels et puis vous faites toutes les opérations couche par couche du réseau de neurones jusqu'à la fin, d'accord? Jusqu'au résultat final, qui est ici XF. Ce que vous faites pour utiliser l'algorithme d'LRP, c'est que vous prenez en fait la sortie et vous voulez l'expliquer. On est bien d'accord? C'est ce qu'on cherche à faire. On veut prendre en fait le résultat de cette image et on veut expliquer qu'est-ce qui s'est passé derrière le réseau neural. Donc on prend en fait le résultat et ce qui se passe c'est qu'on fait un backward pass. D'accord? Donc on retourne en arrière, on va donner en fait, on va prendre les résultats, donc les valeurs en fait qui résultent du forward pass pour la dernière couche du réseau de neurones. Et ce que va faire en fait l'LRP, c'est qu'il va utiliser une règle spécifique pour partager le résultat, par exemple, dans un neuron, partager ce résultat, ou bien la valeur, euh, la partager entre les neurones qui sont connectés avec. D'accord? Si ce neuron ici était connecté juste avec ces trois neurones ici, ben, il va prendre en fait la valeur RJ ici, elle va la partager sur la 3. D'accord? Donc il y a des règles qui sont spécifiques au LRP. Encore une fois, il y a en fait tellement LRP, maintenant il commence à dater un petit peu, donc il y avait plein de révisions d'LRP, plein d'idées nouvelles derrière LRP, donc on se retrouve maintenant avec plein de règles. Les règles, c'est comment en fait? Quand je parle de règles ici, c'est comment vraiment faire techniquement pour départager les valeurs ici entre les neurones qui sont connectés, d'accord, du layer précédent. Et donc on fait ça layer par layer, encore une fois, retour en arrière, donc du dernier jusqu'à arriver au premier. Donc quand vous arrivez au premier layer, c'est en général le layer qui prend les pixels de l'image, et donc vous avez déjà une répartition de cette relevance, vous la répartissez sur votre image, et donc ça vous dit la partie qui était vraiment très importante et la partie moins importante pour faire la classification. D'accord? Et vous voyez ici, par exemple, pour classifier cette image en bateau, ben, ça va regarder en fait les frontières, on va dire, du paquebot et la partie où il y a la commande aussi en haut qui est en rouge. Donc pour les formules, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, l'Epsilon Rule, c'est une règle qui est assez simple à implémenter et qui est aussi assez robuste numériquement. C'est celle que j'utilise, elle est assez robuste numériquement, mais chacune de ces rules a en fait une utilisation pour un cadre spécifique, et bien sûr, ça a aussi quelques hyperparamètres à régler. Je vais vous montrer un autre exemple d'utilisation, encore une fois sur le computer vision. Donc, bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi sur le traitement de langage naturel. Moi, je suis familier plutôt avec le computer vision, d'où les exemples que je vous cite ici. Donc là, encore une fois, en fait, on va prendre une image et on veut expliquer pourquoi cette image était classifiée en un château. D'accord?
Donc le but, c'est de trouver le château ici, que ce soit vraiment que l'LRP vraiment nous montre que pour décider que cette image est un château, ils mettent beaucoup de relevance ici, d'accord? Et donc, si vous voyez, en fait, ça, c'est une remarque qui était très intéressante. Et je le redis encore une fois, puisque le développement il est toujours en cours de LRP, il y a toujours en fait des remarques qui ressortent dans des papiers récents. Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'en utilisant juste par exemple LRP epsilon tout seul sur tout le réseau de neurones, mais cette fois c'est un réseau de neurones convolutif, hein, c'est pas juste un MLP, c'est un réseau de neurones convolutif. Ça, c'est le résultat qu'on trouve. D'accord? C'est pas très clair. C'est bon, c'est pas mauvais non plus, hein. On regarde, on voit ici la partie du château. Et si on fait du LRP0 tout seul, bon, le résultat n'est pas intéressant du tout. Et si on fait LRP gamma, qui est une autre règle, toute seule, surtout le réseau de neurones, parce qu'on voit, c'est quasiment tout est important. Et ça aussi, c'est pas très intéressant comme résultat. Et donc, il y avait un tout récent papier qui a suggéré qu'il faut en fait utiliser chaque règle spécifiquement pour une partie du réseau de neurones. D'accord? Ils ont appelé ça LRP composé. Ça veut dire que pour la partie, par exemple, qui en général consiste en MLP, en multilayer perceptron, on peut utiliser du LRP0. Mais pour la partie centrale du réseau de neurones convolutif, on va plutôt utiliser du LRP epsilon. Et pour la partie qui est plutôt la partie, on va dire, où on a des features plus généraux, donc le début du réseau de neurones, on va utiliser du LRP gamma. Donc ils vous ont fait un petit peu de tuning quand même pour trouver qu'au final, un composite LRP est meilleur en fait que de faire juste un LRP spécial, un LRP juste spécial pour toute l'architecture. Et là, on voit très bien que ça donne un résultat plutôt très positif, hein. On voit ici que le réseau de neurones, il s'est basé sur cette partie. Donc, quand c'est rouge, bien sûr, c'est positive relevance, d'accord, c'est positif. Et quand c'est bleu, ça veut dire que non, en fait, le réseau de neurones, il n'a pas regardé cette partie. Cette partie, plutôt, elle a éloigné le réseau de neurones de cette classe, d'accord. Donc ça, en fait, ça a rapproché cette partie en rouge, ça a rapproché le réseau de neurones, a sélectionné la classe château. Donc, vous pouviez en fait avoir des remarques là-dessus. Encore une fois, pourquoi je sélectionne en fait ces exemples un peu spécifiques, c'est pour vous montrer que le domaine, il est toujours en plein développement, vraiment en plein développement. Et là, vous allez voir un autre exemple, c'est un exemple juste que j'aime beaucoup, hein. Je vais aussi vous le montrer, c'est sur les Game AI strategies. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des réseaux de neurones qui jouent à des jeux Atari par exemple. Le jeu là, c'est un jeu très classique, hein, le Breakout ou casse-briques. Donc, où le but c'est d'envoyer en fait cette balle là pour casser des briques, d'accord? Et donc, vous avez en fait des réseaux de neurones qui arrivent maintenant à jouer le jeu parfaitement. Et si vous voulez, vous pouvez en fait, ça va vous amuser à comprendre les stratégies qui sont derrière. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est encore une fois une heatmap, d'accord? Carte de chaleur du LRP, encore une fois, hein. C'est l'algorithme LRP qui est utilisé. Et donc, les chercheurs, dans ce papier, ils ont montré qu'au cours de l'entraînement, le réseau de neurones, il s'est en fait focalisé sur la partie des briques, d'accord, pour en fait avoir, parce que le but du réseau de neurones ici, c'est en fait avoir un bon score, d'accord, et ne pas tomber dans le game over, d'accord. Donc c'est du reinforcement learning ici. Et donc au début, il se concentre sur la partie brique, ben, bien sûr parce qu'elle fait gagner des points, et puis au fil du temps, il va se concentrer sur la balle pour ne pas perdre sur la balle et sur la partie qui glisse en fait et qui permet à la balle de ne pas tomber en bas. Et donc, vous voyez, hein, au cours de l'apprentissage, il commence à comprendre en fait que c'est la balle et cette partie-là qu'il faut voir. Et puis, quand il commence à devenir vraiment très bon dans le jeu, là, ça commence à devenir intéressant parce qu'il comprend qu'il faut en fait envoyer la balle ici. Ben, il faut envoyer la balle ici dans les coins pour en fait pour gagner plus rapidement, pour optimiser en fait le gain. Et ça, c'est une stratégie qu'on a tous fait, j'imagine, quand on jouait à ce jeu-là. Donc, vous voyez, LRP, quand même, ça reste une technique vraiment assez robuste, assez intéressante et à utiliser pour faire de l'explicativité, c'est toujours difficile à prononcer, d'intelligence artificielle. Mais, alors, il y a toujours un mais.
Donc, il y avait eu un papier qui a un petit peu bouleversé un peu les choses sur l'explainable AI. C'était le papier de Cynthia Rudin en 2019 qui a juste en fait demandé en fait, d'arrêter d'utiliser du explainable AI pour du black box, mais spécifiquement pour du black box qui va être utilisé dans, ben, elle le dit ici dans le titre, dans du high stake decisions, d'accord, donc décisions vraiment très très cruciales. Et elle invite les chercheurs plutôt à utiliser de l'interpretable models, donc des modèles plutôt interprétables. Interprétable. Interprétable. Oh là là. Interprétable. Voilà, j'ai réussi. Et donc là, ce qu'elle a montré, par exemple, comme figure de son papier, c'est que l'utilisation de l'explainable AI sur une image, par exemple, de Husky, d'un chien Husky, en utilisant l'algorithme qui s'appelle Attention Maps, c'est un autre algorithme, encore une fois, d'explainable AI. Donc, quand vous regardez la heatmap, ça vous donne ça, ce qui est, on va dire, assez logique. Mais si vous cherchez l'évidence, par exemple, que le réseau de neurones a classifié ou pas l'image en une flûte, alors normalement, ça devrait donner quelque chose de bleu partout, hein, parce qu'il n'y a pas de signe de flûte dans cette image. Ben, en fait, il a donné les attention maps, qui ont une autre technique, ont en fait donné quasiment un petit peu le même heat map. Et donc ça met quand même en défaut l'utilisation de l'XPMLA tout seul, directement, automatiquement, sans faire attention. Ok. Donc je vais, ouais, voilà, c'est le dernier en fait slide pour cette partie, pour ajouter encore plus un autre point, parce que je vais revenir à ce point en fait d'interprétabilité et d'explicativité. D'accord? Le deuxième problème qui existe pour les méthodes XAI, et ça encore une fois, vous allez voir, tout ce que je vous montre ici, c'est des papiers qui sont vraiment très très récents, hein. Ce papier-là, il date de 2022, donc l'année dernière, et celui-là, en fait, il y a 2 mois. Il date de 2 mois, ou même plus, 3 mois peut-être. Il y a des chercheurs en fait qui ont posé un nom à un problème que j'avais aussi remarqué en utilisant ces méthodes-là, c'est le disagreement problem. D'accord? Le problème, simplement, c'est quand vous avez plusieurs méthodes d'explicativité que vous utilisez pour votre réseau de neurones ou autre, pour votre boîte noire, et que ces modèles-là, en fait, ou ces méthodes-là ne donnent pas la même conclusion. D'accord? Ça veut dire que des fois, le top feature n'est pas le même pour la méthode LRP, la méthode SHAP ou la méthode Lime. Ok. Et donc, dans ce papier-là, en résumé, les auteurs, ils ont fait un test avec un échantillon un peu faible, mais c'est déjà pas mal, de 25 data scientists. Ils lui ont en fait, ils leur ont donné un problème et leur ont invité à utiliser des algorithmes d'explicativité pour expliquer voilà, les résultats. Et ils ont fait un sondage. Dans le sondage, ils ont trouvé que 21 sur 25, ce qui est énorme quand même, ont trouvé des features, les premiers features avec la plus grande importance qui sont différents. D'accord? Il y a en fait 18 sur 25 qui ont trouvé un différent ordre, mais ça en général on le trouve beaucoup, hein, un différent ordre de features. Et aussi, ils ont aussi mentionné en fait un effet direct des features, des top features aussi, qui est différent entre les variables, entre plutôt les techniques d'XAI. D'accord? Et donc ça, encore une fois, ça met vraiment en défaut ces techniques. OK? Donc il y avait eu un très récent papier qui est toujours sur ma pile de lecture, qui est en fait, où la chercheuse Irima Bindu Lakaraju, qui a en fait aussi coécrit ce papier-là, avait introduit un no free lunch theorem. C'est assez classique comme terme, en fait, pour l'explicativité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas, en fait, une méthode qui va marcher optimalement partout, pour tout, en fait, les explications possibles. D'accord? Et donc, ça, c'est un travail quand même théorique, travail très récent, et donc, mais ça a suscité plein de questions. D'accord? Ça suscitait vraiment plein de questions sur ces techniques. Quand est-ce que j'utilise une technique X? Quand est-ce que j'utilise une technique Y? Pourquoi et comment? Et ce papier, là, c'est intéressant parce qu'il montre quand même des cas spécifiques où vous pouvez utiliser une technique et pas utiliser d'autres.
d'accord? Et là, je vous montre aussi, en fait, Christopher Molnar, il a écrit un très bon bouquin sur l'interprétabilité des modèles de machine learning. Et là, il recommande, par exemple, dans ce cas-là où on a du disagreement entre les méthodes, de, par exemple, simplement essayer la méthode plusieurs fois, d'accord? Pour juste être sûr, faire de la quantification d'incertitude. Et bien sûr, essayer de comprendre, en fait, chaque méthode, donc lire les papiers de chaque méthode et comprendre exactement ce qu'elles font derrière leur code. Ok. Donc là, on va rentrer sur comment expliquer un algo d'explicativité. Mais bien sûr, c'est plus difficile que le premier. Le premier, c'est plus simple. Et vous allez voir dans un de mes exemples que je vais vous montrer, c'est en fait ce que j'avais fait. J'avais juste essayé de relancer mon algorithme de machine learning plusieurs fois et essayer de l'expliquer à chaque fois et regarder qu'est-ce que ça donne. Ok. Donc ça, c'était pour la partie critique. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu critique et je vous montre aussi pas juste la bonne image, mais aussi la toute petite mauvaise image. Je dis ça parce que c'est encore une fois toujours en plein développement. Et maintenant, je vais vous partager avec vous déjà les librairies et puis mon expérience personnelle, d'accord? Donc pour les librairies, pour quand même vous donner des choses concrètes, si vous travaillez sur du PyTorch, là je vous le dis directement, Captoon, je pense que c'est la meilleure bibliothèque que vous pouvez utiliser et ça contient plein de techniques en fait d'XAI. Et si vous travaillez sur du Keras, du TensorFlow, il y a la bibliothèque Investigate que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé aussi. D'accord? Donc ça, je vous laisse aussi au cas où vous voulez jouer avec et tester vous-même. Voilà, donc là, je vais passer à la dernière partie de cette présentation et c'est d'être très rapide pour vous montrer en fait mon expérience personnelle et aussi vous montrer les études qui existent, hein, qui ont déjà utilisé de l'XAI pour des données climatiques. Donc, si vous faites un tour dans la littérature, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup, hein, il y a pas beaucoup de papiers, hein, parce que c'est assez nouveau dans la communauté machine learning. Donc, en général, il y a toujours un petit moment, un petit temps pour que les techniques qui sont développées dans la communauté purement machine learning arrivent à la communauté géosciences. Donc, vous allez voir que les papiers datent de 2020, 2021. Je pense que 2020, c'était peut-être le tout premier article qui a utilisé LRPA, à ma connaissance. C'était en 2020. C'était celui-là et là ils ont essayé en fait de faire une classification La Niña et El Niño avec un réseau de neurones très simple et puis utiliser LRP pour voir quelle partie du globe était utilisée pour en fait définir El Niño et El Niña. Et ça, c'est des choses que les physiciens connaissent, donc ils ont quand même un petit peu confirmé ce que connaissent déjà les physiciens. Et puis vous allez voir d'autres papiers aussi, d'autres récents, 2022, 2023. Celui-là, c'est 2019, mais ça, c'était en fait un papier qui est très intéressant, hein. C'était un papier en fait de BAMS très général qui parle en fait de comment ouvrir la boîte noire, spécialement pour des implications en fait physiques, spécialement pour les données. Et c'était des météorologues, si je ne me trompe pas, qui ont travaillé là-dessus. Et donc là, je vais vous parler rapidement d'un exemple qui vient de l'IPSL. Donc c'est un exemple sur lequel j'avais travaillé avec Michael Sonwald de l'Université de Princeton. Et là, je reviens à une remarque que j'avais faite au début de cette présentation, c'est sûr, l'utilisation non pas seulement de l'explicabilité toute seule, mais essayer de combiner les deux, interprétable et explicable, d'accord? Donc on parle d'essayer en fait d'utiliser les deux et essayer d'utiliser en fait l'interprétabilité le plus maximum possible, le plus possible, d'accord? Ne pas juste prendre l'explicabilité toute seule. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce travail. Si l'idée en fait de départ était simple, était de faire de la classification de régions océaniques. Ok. Et pour ça, on avait pris un modèle en fait qui s'appelle ECHO, d'accord. Et ce modèle-là, c'est la partie interprétable, hein. C'était en fait des équations physiques que Michael avait travaillé là-dessus pour ressortir 5 valeurs ou 5 features pour chaque point du globe. Et donc, les 5 features-là constituent un espace 5 dimensionnel, et donc on a fait du clustering classique avec du K-means. Les résultats sont validés physiquement, d'accord? Et là, bien sûr, j'ai compté sur l'expertise physique de Michael. Et puis, ce que j'avais fait, moi, c'était de prendre d'autres modèles Synopsys, parce qu'ils n'avaient pas en fait les mêmes features ici, et les entraîner sur de nouvelles features qui sont quand même en relation avec les 5 ici,
et puis essayer de faire de la classification supervisée, d'accord, avec un réseau de neurones. Et on avait réussi en fait à faire du transfer learning en quelque sorte, et donc à pouvoir utiliser ce réseau de neurones pour plein d'autres modèles synapsis. Ok. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un réseau de neurones, je vais vous parler de ce réseau de neurones qui fait de la classification, d'accord, des points du globe vers des régimes océaniques. Et donc la question c'était, est-ce qu'on peut l'expliquer? Et donc c'était là en fait où j'avais découvert ce, cette variation, en fait, la variance qui peut exister quand vous faites du LRP. Je vais vous expliquer rapidement. Donc là, j'ai pris un modèle, on va dire un modèle en fait océanique. Là, c'est juste pour vous donner un schéma. Et puis, à la place de prendre un seul MLP, j'en ai pris un ensemble. Pourquoi? Pas parce que en fait, la classification était différente. Les MLP ici, l'ensemble des MLP, la classification était assez similaire pour tous les MLP. Et ce sont des MLP avec la même architecture, mais il y a juste l'initialisation qui change. D'accord? Donc retenez bien ça, c'est juste l'initialisation qui change. L'initialisation des poids et des biais. Et donc je les ai tous entraînés, même hyperparamètres et tout, et donc j'arrive à avoir la même classification quasiment pour tous ces ensembles. Par contre, quand j'ai utilisé LRP pour chacun de ces réseaux de neurones, j'avais trouvé en fait des différences de feature importance pour les features que j'avais en entrée. Et ça, c'était bien sûr un peu choquant au début, mais quand j'ai vu en fait toute cette littérature, j'ai compris qu'effectivement, LRP, ça dépend beaucoup de votre réseau de neurones entraîné à la fin. Parce que vous avez vu, c'était juste un calcul très simple, hein, donc, et c'est déterministique. Et donc, ce que j'avais fait, c'était faire du LRP sur cet ensemble pour avoir une estimation un peu robuste de mon LRP. D'accord? Et donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, avoir en fait, des relevances pour chacune des points du globe, que bien sûr Mike avait expliqué aussi grâce à son expertise physique. D'accord? La leçon à retenir ici, c'est LRP, en fait, dépend aussi du minimum local où vous êtes tombé quand vous avez fait votre apprentissage. D'accord? Peut-être que c'était dans ce cas, parce qu'il y avait une variabilité, c'est un cas quand même un petit peu physique, peut-être pour les images, classification d'images classiques, il n'y a pas, en fait ce problème, mais il faut faire attention, c'est ce que je veux dire. Donc, ouais, ça je l'ai déjà dit en fait. C'est ce que j'avais dit. J'avais appliqué LRP et donc pour regarder en fait par exemple, une classe spécifique, c'était où la partie du globe qui était plus intéressante pour le réseau de neurones qu'une autre. D'accord. Donc, le papier, il est bien sûr disponible. Vous pouvez voir le code sur GitHub. J'avais mis aussi le code LRP aussi. Et c'était aussi en fait un spotlight talk dans un workshop Climate Change AI, dans une conférence de machine learning. Donc c'était aussi intéressant de voir l'avis des spécialistes en machine learning. Donc on avait fait une version qui est basée sur un réseau de neurones bayésien. D'accord? Donc ça c'est un petit peu avancé, mais je le montre aussi. Pourquoi? Parce que quand j'avais pris cette idée d'ensemble, je me suis dit, ben, un réseau de neurones bayésien, dans le réseau de neurones bayésien, si vous ne connaissez pas, les poids et les pieds sont des distributions. Donc, ça permet de faire de la quantification d'incertitude. Donc, je me suis dit, ben, on va faire une version d'LRP qui prend en compte la quantification d'incertitude. Comme ça, on va voir si l'LRP sur une partie spécifique de l'image, ça reste par exemple constant. Si, par exemple, pour toutes les distributions, si on scanne la distribution, cette partie-là reste toujours rouge, reste toujours positive. Là, on pourrait dire que oui, là, on est sûr que cette partie de l'image est vraiment positivement relevant. Okay. Et ce que j'avais trouvé, c'est que voilà, il y avait un papier qui a déjà fait ça, voilà, en 2020. Donc, je vous dis encore une fois, c'est vraiment très très récent. Donc, ce qu'on avait fait, c'était utiliser la version bayésienne du LRP qu'avaient développé ces auteurs-là. Et on avait en plus développé, et ça c'était Mariana en fait qui avait fait vraiment la grosse partie du travail, de développer une version bayésienne de SHAP. Donc SHAP, encore une fois, c'est une autre technique d'explainable AI qu'on voulait en fait comparer. Parce que ça, c'était aussi une autre question. Il n'y a pas que la comparaison LRP-LRP, mais aussi LRP et d'autres techniques d'explicativité. Et donc, on avait vu que LRP et SHAP en général, pour notre cas, mais ça, je pense, c'est parce qu'on s'est basé déjà sur l'interprétabilité au début. Il donne en fait les mêmes résultats, quasiment partout les mêmes résultats, positifs, d'accord? Donc ça, c'était rassurant.
Mais encore une fois, moi je pense que c'était parce qu'on avait pris en compte aussi la partie interprétable. Donc on n'avait pas fait boîte noire, pure boîte noire dès le début. Parce que j'ai vu d'autres papiers où LRP donnait une chose et SHAP donnait un autre résultat. Et donc dans la fin du papier, on parle en fait de l'importance d'utilisation de deux types de techniques d'explicativité. Une qui soit, par exemple LRP, vous vous souvenez, ça prend l'architecture du réseau de neurones et ça calcule à travers les poids du réseau de neurones. Mais SHAP, elle est vraiment agnostique. Vraiment agnostique. SHAP, c'est boîte noire. SHAP s'en fout un petit peu de ce qu'il y a dedans. Vous donnez juste des entrées, des sorties, et SHAP essaye d'utiliser la théorie de jeu pour en fait partager un score entre les features en entrée. Donc voilà, donc je pense que je suis arrivé à la fin, hein, la conclusion. Donc voilà, c'est mon dernier slide. Donc XAI, ça vous donne bien sûr des outils très 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 puissants, mais il faut toujours faire attention comme dans chaque domaine nouveau, hein, moi, je pense que ça, c'est pas surprenant. Chaque domaine très nouveau, il faut quand même donner un petit peu de temps pour les méthodes, pour que ça se stabilise et pour que les chercheurs en fait trouvent tous les problèmes et essaient de les résoudre aussi. Donc il y a des techniques qui marchent assez bien, hein. Moi, LRP, ça fait longtemps que j'utilise, ça marche assez bien. Et deuxièmement, et ça c'est spécifique à notre communauté, et je le trouve aussi très 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 utile, c'est le fait en fait d'appuyer sur ce caractère interprétable et explicable. Ne pas juste se fier sur l'explicabilité toute seule, mais utiliser l'interprétation plus l'explicabilité. Et c'est crucial, bien sûr, d'ajouter l'expertise du domaine. Le travail que je vous ai montré, sans Michael, n'aurait pas eu lieu, hein. Donc, Michael m'a beaucoup aidé sur la partie d'expertise physique. Donc, ça, il faut le faire aussi, même si vous avez votre résultat explainable qui confirme un peu vos intuitions, mais il faut avoir l'expertise d'un ou d'une physicienne. Et puis, récemment, vous allez voir deux domaines qui, quand même, ont des liens avec l'explicabilité et l'interprétabilité en AI. C'est l'utilisation du domaine des, euh, des a priori physiques dans votre entraînement et aussi les études qui sont plutôt orientées vers le domaine de la causalité. Et je pense que c'est la fin de cette présentation et je vous remercie et je suis là pour répondre à vos questions.